Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Tadam, tan, tan, tan. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau podcast, le podcast numéro 378, et encore j'en fais un toutes les 2 semaines. Imaginez sinon l'écart, le fossé creusé avec le reste du monde bien sûr, le reste de vos podcasteurs qui ont pris de belles vacances. Je sais pas si vous avez vu, entre Noël et le jour de l'an, on a entendu les mouches voler, mais bien évidemment sur duc-army.fr, on a bûcheronné comme des sauvages pour essayer le plus possible, cette phrase n'est pas de moi, mais j'aime la reprendre, de creuser l'écart avec le reste de la population dont je vous encourage à vous séparer le plus vite possible, puisque ce ne sont que des boulets à vos pieds. Dirigez-vous vers celles et ceux qui vous permettent d'évoluer, de grandir, comme moi à travers ce podcast qui est absolument incroyable de par sa qualité, son ton et tout ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. D'ailleurs, il est tellement incroyable que vous avez peur, vous n'osez pas le partager, vous ne le relayez absolument jamais en story. On est entre 6 et 10 000 écoutes tous les 2 mercredis, et force est de constater que vous avez même presque, parfois j'imagine, honte de m'écouter tellement vous ne le poussez pas. Voilà, ça c'est fait. Donc numéro 378, là vous allez recevoir le titre, vous n'êtes pas égaux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en sueur. Et oui, puisque vous pensiez que ce document avait une quelconque importance, et il est grotesque, puisque si vous suivez l'actualité, c'est parti en couille, on va dire, depuis quand même une bonne dizaine d'années, quand on lit c'est article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Non mais... regardez autour de vous et venez me dire ah si c'est vrai, si on est tous égaux devant la justice. Oh là 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 là, oh là 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 là, égaux devant la justice. Je vais sortir 15, 20, 30, 40 exemples comme ça de tête de choses qui dans la vie font que vous vous rendez compte que vous n'êtes ni libre ni égaux en droit. Enfin libre, vous l'êtes plus ou moins, pas trop quand même, puisque la semaine dernière, nos agriculteurs ont vite vu où s'arrêtait leur liberté de manifester, c'est-à-dire à la décision d'un préfet, mais malgré un soutien à plus de 80% de la population locale. Mais en sport, vous l'avez longtemps expérimenté, et en ce moment, avec l'attribution des dossards, pareil, c'est inégalitaire parfois, puisqu'il faut se connecter à une heure qui est très souvent d'ailleurs une heure où les gens sont censés travailler. Les inscriptions ouvrent lundi, c'était quoi ? C'était le 5 janvier ? Lundi 5 janvier à 11h. Attendez. Lundi 5 janvier à 11h. Soit vous travaillez, soit vous êtes en train de faire ça.
C'est-à-dire que le lundi matin à 11h, si vous n'êtes pas au bureau en train de travailler, ou si vous avez un métier en extérieur, à l'extérieur en train de travailler, mais que vous êtes disponible pour vous inscrire à une compétition, ça veut dire que votre travail consiste à faire ça. Voilà. Moi, j'exagère bien sûr, mais vous avez compris le truc. Déjà, on met une date où les gens sont pas forcément disponibles, tous. Donc là, au niveau de l'égalité, on n'est pas bon. Si tu te connectes, que tu as une mauvaise connexion internet, tu sais pas pourquoi, la page s'est pas ouverte, etc., pareil, l'égalité. Donc, vous n'êtes pas égaux. Et c'est le titre de ce podcast, et vous allez rien y faire. Sinon, sur duc-army.fr, bien entendu, on a explosé tous les scores en termes de contenu, de visibilité, d'intéressement durant ces vacances. Et là, le prochain article, donc ce vendredi, en toute modestie, le titre, je vous le donne pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, c'est « Je deviens champion de France ». Et oui, je vais donc, puisque je l'ai dit, devenir champion de France. Alors, bien évidemment, c'est pas vrai, mais comme le faisait et l'expliquait Rudy Koya à travers son podcast Leadercast et bien d'autres choses qu'il faisait, puisque c'était un des premiers sur le YouTube Game ou le podcast Game, c'est un peu lui qui a tout inventé. Mais il essayait de se motiver comme ça à travers des phrases qui, évidemment, quand on est rationnel, sont fausses, mais nous vont nous pousser, nous amuser en plus, c'est marrant, à faire du mieux qu'on peut. Et donc ce vendredi, voilà, je vous détaille un petit peu mon programme d'ici le championnat de France de trail pour essayer d'y performer, voilà, ce qui est le but raisonnable. Et cela s'inscrit bien sûr dans un objectif plus grand qui est de remporter l'UTMB. Allez, on va faire pareil, on va mettre un titre. Et pas mal de contenu aussi qui va arriver sur les applications, puisqu'en fait j'ai mis un peu le nez dedans. Déjà parce que mon ami Baptiste Elmonreich a fait run-booster, je sais pas si c'est .fr ou .com, mais on l'a interviewé sur duc-army.fr, très bonne application pour déterminer ses ravitaillements pour les courses. Et c'est vrai qu'il y avait son concurrent au Trail Running Awards, MyRavito je crois, qui était présenté, qui concourait. Puis après j'ai pensé, j'ai vu d'autres applis pour d'autres sujets dans le trail, et on va en découvrir encore une ou deux prochainement sur duc-army.fr. Tiens d'ailleurs, c'était tous ceux qui se sont abonnés à l'année, vous l'avez fait l'an dernier en décembre et en janvier, donc là, je pense qu'on a quasiment passé la vague de réabonnements massifs, on va dire. Après, il y en aura dans l'année, puisqu'il y a des gens qui sont bien entendu abonnés à l'année en mai, en juin, en juillet, etc. Mais là, le cœur du truc, c'était décembre-janvier, date un peu de la création du site. Quelques-uns nous ont quittés, bien sûr, c'est tout à fait normal, qui était d'ailleurs avant sur le Patreon. Donc voilà, il y a un temps pour tout, mais voilà, beaucoup ont renouvelé leur engagement, appréciant le contenu. Certains sont même passés à l'offre supérieure, qui n'amène pas grand-chose. Si ce n'est plus d'argent pour moi, s'il y a des réductions, enfin bref. Et en fait, je suis étonné, parce qu'on a soit des gens comme ça qui sont convaincus, qui restent, qui apprécient, qui s'en nourrissent, qui vraiment qui mordent le truc à pleines dents, soit des gens qui s'en foutent, parce que il n'y a pas d'entre-deux. J'ai pas beaucoup de gens qui s'abonnent à moi pour essayer et qui partent. Alors peut-être que je suis une machine, à chaque fois je les convertis et ils restent à vie, enfin un certain nombre de mois, mais je suis quand même étonné qu'il y ait si peu de gens qui entre guillemets testent et finalement se rendent pas compte que c'est pas pour eux, puis du coup annulent leur abonnement au bout d'un mois. Ça j'en ai très peu, ça m'étonne un peu. Alors peut-être que c'est parce que les gens kiffent et du coup restent, ce serait génial. Mais ça m'a étonné.
Ça m'a étonné. Voilà. Donc je vais vous le partager. Tiens, d'un point de vue speaker, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ouais, c'est vrai que là, je vais enchaîner un petit peu avec 3 week-ends de suite. Nuit blanche du Pila. Donc j'y suis allé en 2018, 2019, 2020. 2021, il n'y avait pas. 2022, 2023, 2024, 2025. Et en 2026, c'est la 8e année. 8e année de Nuit Blanche du Pilat. Sur les hauteurs de Saint-Étienne, quand on va justement dans ce massif du Pilat. Grosse course. Parcours un petit peu rallongé cette année. Ça fera 15 km. Vous avez une petite boucle en plus. Je crois qu'on était à 13,5 ou 14 les autres années. Et là, ça fera 15. Bref. Encore un bon moment. La neige est là. Même s'il y a un petit redoux cette semaine, je pense pas qu'elle parte. Donc ça va être une très belle nuit blanche du Pilat. Les températures vont pas être trop froides. Froides, bien sûr. Samedi à 18h, bon bah voilà, il va pas faire très chaud, mais ce sera pas trop frais. À voir si le vent se lève pas, qui est un peu une caractéristique de la course. Et tout ça pour vous dire, vous encourager à aller voir, et là c'est la partie gratuite de mon site, à aller voir mon calendrier de speaker si jamais vous voulez en profiter pour me rencontrer. Donc c'est sur l'onglet Actualité, rencontrer le Duc sur mon site. Vous faire livrer, moyennant la gratuité bien évidemment des frais de port, la renarde, la bière de récup sans alcool. Pourquoi pas des compléments alimentaires Nutriting puisque je suis revendeur sur mon site internet. Et pour celles et ceux qui sont un peu des abonnés, des passionnés, tous les vêtements Duc Army. Et d'ailleurs, les shorts et les bonnets ne vont plus trop tarder. Tout est bien entendu fabriqué en France. Pendant que pas mal de gens vous expliquent pourquoi ils ne peuvent pas fabriquer en France. Et je vais passer à un extrait de leur justification. D'accord, je comprends. C'est normal. D'un point de vue athlète, puisque je suis bien évidemment un athlète professionnel, comme le montre mon compte Strava, pendant que vous êtes une tripotée de gueux, tous plus mauvais les uns que les autres. Moi, je suis professionnel. Voilà, donc j'en vis très largement. Je me suis d'ailleurs acheté récemment une villa sur les hauteurs de Monaco. C'est absolument incroyable. Tout ça avec l'argent gagné sur les courses, les primes d'engagement et toutes ces conneries. À chaque fois, c'est des chèques de plus de 100 000 boules. On se régale, on kiffe la life. Ah non, tiens. Merde, pas encore. Je me suis tapé le cross des Deux-Savoie le week-end dernier. Putain, c'était un sacré cross. Puisque je fais des crosses régulièrement depuis 3 ans. J'en fais entre 1 et 3 par année. On n'en a pas beaucoup, en fait, autour de la Savoie et Haute-Savoie. Par rapport au Puy-de-Dôme, par exemple, qui a un superbe circuit de quasiment 10 crosses, en plus des crosses classiques, régionales, etc., qui vous font monter jusqu'au championnat de France si vous êtes plutôt bon. Nous, on n'en a pas beaucoup, donc c'est vrai que si les dates coïncident pas trop, vous vous retrouvez à en faire un seul, voire pas du tout, comme l'an dernier. Et c'est amusant. C'est amusant. Je suis toujours étonné par... la bêtise des gens, en fait. En fait, comme j'ai l'impression que tout le monde est stupide autour de moi, je suis sans arrêt en train de relever tous vos imbroglios. Je me dis, putain, mais pourquoi ils sont tous si bêtes alors qu'on est censé avoir le même cerveau? On retombe sur le titre du podcast. Vous n'êtes pas égaux. Vous êtes tous bêtes. À chaque fois, les mecs, tu participes à un cross. Mais un truc, tu sais, là on était dans un champ. D'ailleurs, c'est un champ de maïs, hein, donc comme on est en hiver, il n'y a pas de maïs évidemment. Mais vous imaginez le caractère boueux du truc, puisque qui dit champ de maïs dit champ qui est régulièrement labouré. Donc le tracteur passe, tac, avec l'appareil, hop, il retourne la terre. Et quand on retourne la terre, elle est du coup particulièrement meuble. Donc forcément, quand il pleut et qu'il neige dessus, je vous fais pas un dessin, on s'enfonce un peu les pieds, voilà. Hein.
Donc là, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un cross comme ça. Aussi dur, du coup. Alors déjà, le champ était en pente. Donc, j'avais 115 mètres de dénivelé sur 7 km 6. C'est quand même pas mal hein, pour un cross. Parce que ces dernières années, je vous dis, c'était toujours soit très plat et lisse dans un parc. Donc, dans un parc, l'herbe, elle peut être grasse, elle peut être mouillée, il peut y avoir un petit peu de boue. Mais vous enfoncez jamais le pied, en fait. Vous glissez. Là, des fois, la chaussure disparaissait sous la boue. Et il fallait être extrêmement puissant pour sortir de la boue et continuer à courir. Et j'ai vu d'ailleurs que j'étais très mauvais dans cet exercice par rapport aux autres qui étaient autour de moi, puisque je perdais systématiquement du temps dans ces parties-là. Et à l'inverse, ce qui était étonnant, c'est qu'à un moment donné, il y avait une montée qui n'était pas boueuse. Et là, je regagnais un peu de temps. En général, je reprenais une place ou deux. Hop, je reperdais quand c'était très boueux, etc. etc. Donc, c'était bizarre. Je pensais que ça allait être l'inverse, mais bon, voilà. Et ce que je voulais dire, oui, c'est que les gens, à chaque fois que vous participez à un cross, vous avez l'impression que vous êtes au championnat du monde en bout de bande. Si vous l'avez bien préparé, si vous êtes en forme, comment il s'est passé, et tout. Est-ce que t'as craché du sang? Je sais pas, vous êtes fétichiste du sang, je sais pas, vous avez un problème psychologique avec ça vous excite d'abîmer vos bronches, je sais pas trop. Alors pourquoi vous ne le faites pas en trail? Pourquoi en trail vous randonnez comme des énormes mollusques? Je ne sais pas, je me pose des questions. Mais en cross, voilà, les mecs sont là, ah ouais, c'était comment? Ouais, t'as l'impression que t'es allé dans un club échangiste, tellement vous êtes surpris, quoi. Eh les gars, c'est de la course à pied, ça dure une demi-heure. On va pas en faire un fromage, hein. La veille, j'étais en train de bouffer des papillotes chez mes parents. Si tu veux, le cross, oulala, non mais c'est un effort SV2. Après, tu fais 40e, tu fais 80e, tu fais 120e. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Tu viens, tu cours, tu souffres, c'est fini. Voilà, c'est ça, c'est un exercice, quoi. Et quand je m'entraîne à la maison, vous n'êtes pas là à me passer des coups de fil. Alors, ce footing de 40 minutes avec 3 accélérations de 37 secondes, comment ça s'est passé? Alors, dis-nous, s'il te plaît. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous participez pas. Vous avez peur, vous avez honte, et vous participez pas. Bon, là, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on était quand même plus de 200 au départ. D'ailleurs, on est 208 classés, c'est quand même pas mal. Mais pour réaliser ma Duchronique, comme chaque lundi, bien sûr, sur mon site duc-army.fr, ce que je suis le seul à faire, pour réaliser ma Duchronique, je regardais un peu les crosses dans d'autres départements, d'autres régions. Des fois, il y en a, vous êtes 10. Pourquoi vous courez pas, en fait? Quoi, le sport vous dégoûte? Vous préférez regarder la télé, c'est ça? Ouais, mais tu comprends, parce qu'en fait, alors moi j'ai 420 d'index ITRA, mais j'ai échangé avec mon coach qui a lui-même à brainstormé avec mon préparateur mental, mon kiné, mon ostéo, mon podologue et mon pronctologue. Et en fait, toutes ces personnes en ont conclu que ce cross, qui pour moi allait vraisemblablement durer entre 37 minutes 29 et 37 minutes 32, c'était pas en accord, en phase avec ma préparation. Préparation qui se résume à 6 heures de sport par semaine, puisque j'ai un travail à temps plein, une femme, des enfants et un chien. Et du coup, en fait, finalement, au lieu de faire cet effort cross de 37 minutes 29 ou 37 minutes 32, si jamais j'étais pas en forme, on a préféré faire un footing de 50 minutes dans lequel, toutes les 3 minutes, on a inséré une variation d'allure, je sais pas si tu comprends, par rapport à ma fréquence cardiaque maximale qui a été testée 6 fois de suite en laboratoire en l'espace de 2 mois. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai pas pu faire le cross. En fait, quand quelqu'un me dit ça, moi, dans ma tête... Et du coup, j'arrive pas à l'écouter ni à comprendre ce qu'il me dit. Donc voilà, arrêtez d'être peureux. D'ailleurs, je pense que vous serez loin d'être dernier, parce qu'il y a des gens qui sont pas très bons, qui font les crosses. Donc arrêtez d'être peureux, inscrivez-vous, allez courir comme des gogoles dans un champ avec des pointes d'athlétisme, c'est très rigolo. Vous n'en tirerez que du positif. Si vous êtes licencié, les inscriptions sont gratuites. Si vous n'êtes pas licencié, je sais pas combien ça coûte, mais c'est moins de 10 euros. Je crois que c'était 6, là. Voilà, rien d'autre à ajouter. Arrêtez de glander, allez faire un peu des crosses. Et en plus, quand vous avez fait un cross, donc là c'était à 10h le matin,
bah, vous pouvez encore faire autre chose l'après-midi en famille ou refaire du sport. Donc voilà, vous pouvez aller faire du vélo, du home trainer, du ski, une marche en raquette, une marche tout court s'il n'y a pas de neige, un footing, une séance de muscu. Moi j'ai fait une séance de muscu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, du chronique est sorti avec un jour de retard. Je m'en excuse, ça arrive parfois. Parce que c'est difficile. C'est difficile d'avoir l'interview du lundi, puisque en fait à chaque fois je regarde un peu les résultats le week-end. Et en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de rédiger la du chronique, donc le lundi matin jusqu'à 14-16 heures. Disons que 16 heures, c'est vraiment l'heure limite de fin de rédaction, puisqu'après, il faut qu'elle aille à la correction, et après, il faut qu'elle aille à la mise en page, qui sont réalisées par 2 autres personnes qui ne sont pas moi, puisqu'ils sont beaucoup mieux qualifiés que moi dans cet exercice. Et en fait, je dois le week-end survoler les résultats pour voir qui, parmi les gens qu'on a envie d'entendre, ou que moi j'ai envie de vous proposer pour que vous puissiez les découvrir, ont performé. Alors c'est un mélange évidemment de fame, pardon. Donc bien sûr, si je vous interviewe Mathieu Blanchard, certains vont s'abonner juste pour l'écouter, peut-être. Encore que, quand on l'avait interviewé après la Maxi Race 2024, j'avais pas eu spécialement de vague d'abonnements. Bon, Mathieu est quelqu'un de très simple, en réalité. Alors il faut avoir le timing, bien sûr, c'est quelqu'un qui est un petit peu occupé, mais... Voilà, s'il a le temps. Enfin, il était pas contre, en tout cas, ça avait joué ce jour-là. Et d'autres fois, en fait, c'est très compliqué, même si c'est pas des gens qui ont peut-être l'emploi du temps de Mathieu Blanchard, mais parfois, d'autres personnes sont pas disponibles pour enregistrer le lundi. Alors, bien évidemment, moi, je dédie l'intégralité de ma journée à la du chronique, ce qui fait que je ne m'entraîne jamais plus d'1 heure, 1h15 le lundi. Et l'entraînement, en fait, peut se réaliser à n'importe quelle heure, puisque je me cale sur l'heure d'audition, enfin l'heure d'interview de mon invité. Mais des fois, même avec ce process qui est de prévenir la personne le dimanche, soir du coup, après les courses, pour l'avoir le lundi, c'est difficile. Souvent, la personne a prévu plein de choses le lundi. Alors, 80% du temps, elle arrive à bousculer ses plans pour passer dans mes du chronique. Mais sinon, c'est vrai qu'on rebondit le mardi. Là, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc, on enregistre le mardi et la chronique est publiée le mardi soir. Voilà. C'est vrai qu'on est peut-être des fois un peu déçu de ne pas avoir tout de suite la petite friandise le lundi. Mais en fait, moi, quand j'ai sélectionné un peu mon invité, en tant que dictateur, ça me fait très plaisir. Et puis, j'ai pas envie d'envoyer un message à quelqu'un pour le solliciter pour la chronique. Et puis, finalement, il te répond pas. Tu sollicites quelqu'un d'autre. Puis après, le mec, finalement, il te répond en te répondant oui. Puis tu lui dis « Ah bah non, comme tu m'as pas répondu, j'ai pris machin et tout. » Je trouve que c'est assez irrespectueux parce que à partir du moment où je prends contact avec une personne, c'est que j'ai envie que ce soit elle. Et du coup, je peux pas basculer sur quelqu'un d'autre. Alors, sauf si, évidemment, il me répond qu'il peut pas... avant mercredi ou jeudi, là, je fais, ouais, bon, ouais, du coup, on fait pas. Mais sinon, j'attends un petit peu, quoi. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Alors, oui, la question, tiens, Loïs Muller. Putain, on allait l'oublier, celui-là. Alors, il m'en a posé plusieurs, mais on va commencer avec la première. Penses-tu que nous sommes tous égaux d'un point de vue sportif? Bonjour Loïs, non. Voilà, le podcast est terminé, abonnez-vous, partagez-le, mettez un j'aime, un truc 5 étoiles, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour se faire saucer, envoyez-le à 15 personnes de votre famille. Non, ouais, on n'est pas tous égaux d'un point de vue sportif, et je vais détailler beaucoup de choses puisque... Loïs, tu t'attardes dans ta question sur certains points, mais pas sur d'autres, ce qui est, de mon point de vue, une erreur. Je précise un peu la question. Si on enlève les trop gros...
bâtard, bâtard, bâtard. Alors, je me désolidarise immédiatement des propos grossophobes que tient Loïs Muller. Voilà. Je mets à disposition de la justice son numéro de téléphone, son email et son adresse postale, qu'il a renseigné sur mon site internet. Et c'est pas moi, je ne fais que lire sa question. Je me désolidarise bien entendu de ces propos qui sont honteux et que je ne cautionne pas. Voilà, parce qu'après, sinon, je vais encore prendre des DM de Cyril Forestier de Courir Mieux qui m'insultent copieusement en parlant à des gens sans avoir la présence d'esprit de se dire que peut-être que ces gens-là vont tout me rapporter. Voilà, donc ça c'est fait. Et il n'avait pas dit que j'étais grossophobe, il avait ajouté d'autres noms d'oiseaux. Bah écoutez, c'est comme ça, je l'avais invité chez moi, je l'avais reçu pour une interview, et par derrière, voilà comment on traite son duc. Tu ne l'emporteras pas au paradis. C'est dommage, je le trouvais particulièrement sympathique, mais visiblement, ça n'est pas un réciproque. Bref, si on enlève les trop gros, et ceux qui veulent pas... Qu'est-ce que c'est que ça, ceux qui veulent pas? Et qu'on garde les 80% des gens du milieu, jusqu'à quel point peut-on tout saler? Donc voilà, on va dire que la question de Loïc, c'est de se dire, tous ceux qui pratiquent le trail, qui ont envie de progresser, qui s'entraînent un petit peu en fonction de leur capacité, de leur disponibilité, etc., tous ces gens-là, en fait, est-ce qu'ils sont tous égaux, ou est-ce que si d'un coup ils sont hyper déter et qu'ils s'entraînent comme des oufs, est-ce qu'ils vont performer aussi, etc., etc. Est-il possible pour une personne de 20 à 50 ans, peu importe sa VO2 max, après plusieurs années d'entraînement et une volonté de performer par exemple à l'UTMB, de réaliser la course en moins de 27 ou 26 heures? Pas mal ça, comme question. C'est vrai que... c'est faisable, il y a pas mal d'exemples. Mais tu vas voir qu'il va falloir décomposer ça. Ou pour poser la question à l'envers, quelle est la part d'inné dans la performance sportive? Et là, tu oublies un truc affreux. Et je continuerai sa question plus tard, il reste 2 lignes. Mais je vais revenir sur ça. Quelle est la part d'inné dans la performance sportive? Et à travers cette question, on voit que Loïs, on voit que Loris va essayer de nous la faire à l'envers et va nous sortir des excuses du type « Ouais, c'est mon génotype, c'est pas moi. Mes parents avaient des chromosomes d'obèses asthmatiques et du coup, je suis nul, mais c'est pas moi, j'y peux rien. » Évidemment, bien sûr, problème numéro 1, dans l'égalité pour le sport qui n'existe pas. Problème numéro 1, à partir du moment où vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes à la maternité, et à côté de vous, il y a un autre enfant qui vient de naître, plus ou moins en même temps que vous. Et si on compare ces 2 enfants, il y en a un qui physiquement est beaucoup plus fort que l'autre. Et ça, c'est la part d'inné. Alors, vous pouvez éventuellement insulter votre daronne. Alors, ce qui est fait est fait, mais peut-être que pendant sa grossesse, elle a fumé. Peut-être que pendant sa grossesse, elle a picolé. Peut-être que pendant sa grossesse, elle a avalé de la nourriture qui ressemblait plus à de la bouffe pour chien que de la vraie nourriture. Par exemple, en se rendant dans un McDonald's, dans un Burger King, en consommant de la junk food. Je vais pas dire le mot kebab parce que vous pouvez réaliser de délicieux kebabs très nutritifs avec des ingrédients de qualité, comme vous pouvez réaliser de la merde. Ça, il n'en tient qu'au gérant. Par contre, même si parfois le McDonald's ou d'autres restaurants achètent peut-être des steaks français, encore qu'il faut peut-être regarder un petit peu s'ils sont réellement français, puisque par exemple, la viande qui va arriver là d'Amérique latine va pouvoir être transformée sur sol français pour qu'on lui mette une étiquette viande française. Puis vous serez baisé, vous allez l'acheter, vous ne saurez pas qu'en fait, c'est pas... Non, t'es trompé, comme dirait l'autre.
Donc voilà, c'est vrai que quand vous êtes dans le ventre de votre mère, eh bien, elle peut déjà à ce moment-là décider de faire de vous un warrior ou un guignol, de par les aliments qu'elle ingurgite et son mode de vie, bien sûr. J'imagine qu'il faut aussi qu'elle dorme beaucoup, voilà, qu'elle se repose pour vous transmettre son énergie. Alors bien entendu, si vos parents n'étaient pas du tout sportifs, bon bah c'est vrai qu'en plus de ça, voilà, vous pouvez pas naître en étant de John Rambo. Si vos grands-parents, pareil. Et ça sera de plus en plus le cas, parce que on a de plus en plus de sédentaires maintenant. Alors qu'avant, pour les gens qui ont 30-40 ans, si vous remontez votre arbre généalogique à la fin, deux générations au-dessus de vous, vous tombez sur, dans 80% des cas, que des paysans, quoi. Alors moi, à partir de la deuxième génération, c'est ça, c'est 100% paysans partout. Mais plus on va avancer dans le temps, moins il y aura ça. Je vous donne une petite stat. 2015, 900 000 agriculteurs en France. 2025, 400 000. Donc les agriculteurs, c'est comme la neige. On peut tracer une droite et on va comprendre à quel moment il n'y en aura plus. Et là, vous concurrencerez pas Kylian Jornet après. Hein. Vous concurrencerez peut-être Amel Bent à la Marelle, à la limite, mais... Donc, c'est pour ça que la neige, par exemple, quand on voit certaines stations qui investissent dans l'immobilier en créant des nouveaux complexes, tu regardes la courbe que tu as tracée, tu vois à quel moment il y aura plus de neige à cette altitude-là, et tu te dis, mais... Michel, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as investi... T'es con, quoi. Oui, t'es con, quoi. Bref. Donc, c'est vrai qu'il y a une part d'inné, tu as raison, Loïs, quand tu sors du ventre de ta maman, effectivement, tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, plus la combinaison du bagage génétique de ton père, de ta mère et de l'arbre généalogique supérieur, fait que, une fois que t'es né, déjà, toi et ton petit voisin qui vient de naître, vous êtes différents. Donc ça, c'est le premier point. Il y a l'inné. Donc ça, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes né, voilà. Merde. Peut-être que ta maman était une warrior qui voulait absolument avoir un gosse qui allait conquérir le monde. Et c'est vrai que du coup, elle en a tellement fait pour toi en amont qu'une fois que t'es sorti de son ventre, boum, t'as dominé tout le monde, quoi. À la crèche, tu dominais déjà les autres enfants, tu les attrapais, tu les jetais à l'autre côté de la pièce, t'avais une force herculéenne. Quand la méchante nounou voulait t'attraper, tu la faisais courir partout. Voilà, t'étais peut-être déjà une bête féroce. Et à l'inverse, pour d'autres, vous étiez un petit peu zobé. Donc premier point, l'inné, et tu as raison, Loïs, ça existe. Mais toi, tu me dis, ouais, il y a l'inné, et après je passe à l'entraînement. Attends, Loïs. Attends. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Tu sors du ventre de ta mère, ellipse temporelle, t'as 20 ans, t'es au départ de l'Ultra Tour du Beaufortin. Tu fais une performance au milieu du peloton, et toi tu me dis, ouais, est-ce qu'en m'entraînant comme un ouf pendant 5 ans, je peux faire le top 10? Attends. Hop, je te vois venir là. Je remonte ton fil d'actualité sur Facebook, parce que t'es déjà un boomer, et je suis en train de voir quoi? À 18 ans, t'étais en train de te mettre des cartouches en boîte, au lieu de faire du sport. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Quand t'avais 10 ans, tu jouais à la console, au lieu d'aller faire du sport? Qu'est-ce que c'est que ça? Bâtard. Attends. Quand les autres enfants, ils construisaient des cabanes dehors à 6 ans, toi, t'avais une Game Boy? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là où je veux en venir, Loïs, en fait, c'est que il y a l'inné, d'un côté, mais après, il y a énormément de choses qui se passent dans l'enfance. Et là, encore une fois,
Au début, t'es pas trop responsable. C'est un petit peu tes parents. Mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, vers 12-14 ans, tu deviens un petit peu responsable. Mais c'est vrai que c'est peut-être trop tard. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que je prendrai mon exemple après, mais il faut encourager un maximum les enfants à bouger. Alors ça peut être pour faire tout et n'importe quoi. Moi, par exemple, je pense que pour échapper à la garderie et ne pas m'avoir vraiment dans les pattes, mes parents m'ont inscrit au baby gym et j'avais 3 ans. Alors après, le baby gym avait arrêté, puis ça a été repris par un club de karaté. Donc à 4 ans, je suis allé au club de karaté. Mais du coup, je faisais des trucs, quoi. Alors j'étais mauvais, hein, bien sûr, j'étais nul. Mais je faisais des trucs. Je bougeais. J'avais rendez-vous à un moment donné avec la discipline. Ça marchait très peu sur moi, mais quand même, ça me faisait bouger. Et quand on était chez nous, alors bien sûr, des fois, on regardait un peu la télé, les dessins animés et tout. Moi, je me souviens du mercredi matin, on regardait les dessins animés, je sais plus à quelle heure c'était, on allait à l'entraînement de karaté, puis après on venait, on mangeait. Mais, à d'autres moments, par contre, c'était niette, il n'y avait pas la télé, et il fallait aller jouer dehors. Quand on était en appartement, jusqu'à mes 6 ans, je crois, on allait dans le parc. Voilà, donc dans les villes, il y a des parcs. De moins en moins, c'est vrai. Et les villes sont de plus en plus grosses, donc il faut aller de plus en plus loin. Mais on allait dans le parc, et on se promenait, on ramassait des trucs. Alors moi, je ramassais plein de trucs, j'avais toujours les mains sales. Voilà, après on lisait une histoire sur un caillou, après on se repromenait, puis bon, au bout d'un moment, on rentrait. Quand j'étais tout seul et qu'on a eu une maison, après on allait dans la forêt derrière, puis on construisait des cabanes, des conneries, etc. Il y avait pas mal de choses. On bougeait tout le temps. Alors que le vrai sport plein air, je l'ai fait finalement vers 14 ans en VTT. À 11 ans, si, c'est vrai qu'à 11 ans, j'avais déjà un VTT parce que j'allais à l'UNSS au collège. Mais c'était 1 heure de VTT le mercredi après-midi. Mais c'est vrai que progressivement, ça m'avait mis un pied dans le truc quand même. Donc, il y a tout ce que tu fais quand t'es enfant. Et ça, c'est vrai qu'encore une fois, tu dépends un petit peu de tes parents. Mais si tes parents, ils t'ont foutu dehors le plus possible, en fait, après, ton cerveau, il s'intéresse. Alors, ce qui est marrant, c'est par contre, tous les enfants ne s'intéressent pas au même truc. Tu vois, il y en a comme moi, ils vont fouiller partout et ramasser des objets. Et j'avais déjà cette volonté de bâtisseur, parce que j'adorais construire des cabanes. Mais d'autres enfants, ils adoraient par exemple jouer au foot. Tu vois, ça, c'était un peu moins mon truc. C'était un peu moins... Tout ce qui était collectif, ça me fatiguait déjà, tu vois. Ça m'emmerdait déjà. Je trouvais ça déjà chiant, tu vois. Compter sur les autres, pénible. Mais ouais, puis bon, il y a plein d'autres exemples, mais quand tu balances l'enfant dehors, alors faut quand même le surveiller un petit peu, quand tu balances l'enfant dehors, il va s'occuper avec des trucs. Et c'est marrant de voir vers quoi il se dirige. C'est un peu instinctif. Du coup, il y a ça. Voilà, est-ce que tes parents t'ont beaucoup mis dehors pour que tu brasses dans tous les sens pendant que t'étais petit? Est-ce qu'après, t'as fait l'école de cyclisme? Le foot, pas mal, hein. En vrai, un club de foot, courir, appui, sprint, etc. Topissime, hein. Derrière, vous en faites un bon coureur, c'est sûr. Rugby, club de rugby, ouais, mon frère avait fait ça, 1 an ou 2, je crois. Voilà, donc ouais, tous les sports divers et variés. Et par exemple, un truc qui marche vraiment bien quand on est parent, parce qu'en général, les gens ne veulent pas... Certains le font, hein, mais les gens se disent je vais peut-être pas forcer mon gosse à faire ça. Et en fait, l'astuce, c'est de lui dire quel sport tu veux faire. Alors, souvent, c'est parce qu'il y a un de ses copains qui le fait déjà. Et il choisit, puis vous payez la licence. Hop, comme ça, il a choisi. L'année d'après, il a peut-être envie de changer. On s'en fout. De toute façon, tu payes une seule licence à chaque fois. Etc., etc. Donc voilà, il y a tout ce que tu fais quand t'es enfant. Et puis, alors ça, je pense, c'est une très grosse base.
très très grosse base, tu peux peut-être te sortir, te dépêtrer de ce qui était inné avec ce que tu as fait dans l'enfance. Et après, il y a l'adolescence. Et là, on les voit. Là, on les voit, ceux qui font les loukoums sur les jeux vidéo. Là, on les voit. Évidemment, derrière, ça va être un désastre. Et je le dis d'autant plus que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai vraiment énormément joué aux jeux vidéo. Enfin, énormément. J'ai quand même pas mal joué. Je pense que il y a eu plusieurs années de suite où la moyenne, c'était 2 heures par jour. Bon, je vous dis ça, c'est vraiment une estimation. Hein. C'était peut-être 1h30, c'était peut-être 4 heures. Mais par exemple, je me souviens des fois en cyclisme, donc les courses avaient lieu à 14 heures le samedi ou le dimanche. Et en fait, le matin, je jouais à la console. Et après, je mangeais vite fait et j'allais à la course. Mais du coup, ouais, il y avait beaucoup de jeux vidéo. Vraiment beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Et heureusement, ben, en fait, au bout d'un moment, ça te saoule aussi. Enfin, je sais pas, ça m'a saoulé aussi. Et du coup, c'est vrai que le sport a pris un peu le dessus, mais il y a eu match entre les deux. Hein. Il y a eu match entre les deux. Par contre, j'en ai vu beaucoup couler comme ça dans les jeux vidéo ou dans autre chose, dans la fête. Et ça, pareil, j'ai mis un pied dedans. J'ai beaucoup fait aussi, puisque quand vous êtes cycliste, je l'ai quand même beaucoup été, hein, d'abord en VTT et après en vélo de route, et bien c'est vrai qu'une fois que vous avez passé mi-octobre, il n'y a plus de compétition jusqu'à... les premières vraies échéances au niveau français, c'était au mois de mars. Donc là, en général, de mi-octobre à mi-décembre, c'est freestyle total. Et là, quand vous avez 17, 18, 19 ans, même si j'ai fait des choses assez violentes à 15 et 16 ans, mais on reviendra pas dessus dans un podcast public, à 17, 18, 19 ans, de mi-octobre à mi-décembre, ça taquine un peu la boîte de nuit. C'est vrai, il faut le dire. Et la boîte de nuit, quand vous n'avez pas picolé, et comme moi, vous aimez pas danser, c'est chiant. Par contre, quand vous êtes limite inconscient parce que vous avez trop bu, ça devient drôle. Alors, jusqu'au moment où vous vomissez et vous dormez par terre. Bon là, c'est un peu... la soirée est finie, quoi. Mais il y a la fenêtre avant, donc c'est pas la fenêtre métabolique, ça porte un autre nom. Mais il y a la fenêtre avant où c'est très drôle. Alors, j'ai beaucoup pratiqué. Même à un moment donné, j'avais enchaîné 3 soirs de suite. Et là, tu te réveilles le dimanche matin. Et heureusement, j'ai eu cet instinct qui m'a dit « c'est trop ». Mais, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu tout un tas de gens qui, eux, ont complètement embrayé là-dedans. Et c'était toutes les semaines. Et c'était toute l'année. Et c'était toutes les vacances d'été. Et tu les regardes. Alors, c'est tes amis. Chaque année, c'est un peu moins tes amis. À la fin, tu les vois plus. Parce qu'en fait, pendant que toi, tu as une journée structurée, eux, ils ont une journée qui est débridée. Puisqu'elle est liée à une surconsommation d'alcool et à des nuits de sommeil qui ont lieu entre 5-6 heures du matin et midi. Donc finalement, tu te détournes de cette catégorie-là de la population. Et grâce aux réseaux sociaux, maintenant, tu continues à les voir et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont bâti dans leur vie ? Très souvent, rien. Alors, de temps en temps, ils ont engrossé une bonne femme comme ça, qu'ils ont trouvé un jour, et puis ils sont restés avec parce que tu comprends le gosse, le truc, le machin. Et là, tu les vois, tu fais putain, il l'a déboîté quand il avait 3 grammes. Il reste avec parce que on sait pas pourquoi les deux vont dans aucune direction. Il y a un enfant au milieu, il y a un truc machin. Tu fais oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Ouf. Hop. Si sa situation était une maison, ce serait une hutte en paille. Alors que toi, t'as un chalet de 120 mètres carrés avec des fondations et des énormes poutres pour faire le toit.
Donc, il y a l'enfance, et après, il y a cette partie adolescence, jeune adulte. Et au-delà de jeune adulte, après, tu les côtoies plus du tout hein, quand ils ont ce style de vie-là. Et que toi, tu es un bâtisseur, justement. Tu es quelqu'un qui a des objectifs, qui les remplit, qui les exécute, qui sait aussi parfois les fêter. Mais voilà, la mi-décembre, j'en ai pris une. Hein, voilà, on va pas tergiverser, on va pas jouer sur les mots. On était au Bow Days, puis voilà, quoi, l'ambiance festive du lieu. L'ami Thibaut Barognan, qui n'est pas le dernier dans le domaine et qui pourrait faire des compétitions en combiné avec le trail, voilà, on fait que tout mis bout à bout, paf, biture. Mais c'est exceptionnel, c'est pour célébrer l'année, etc. Et après, on en arrive du coup à ta question, une fois qu'on a segmenté toutes ces parties-là de la vie, Loïs, qui est un espèce de gros neuneu entre 20 et 50 ans avec une VO2 max un petit peu lambda, je résume, hein, peut-il réaliser l'UTMB en 27 ou 26 heures? J'ai envie de te dire oui, parce que quand tu regardes le classement de l'UTMB chaque année, dans le top 100, t'as des mecs qui sont totalement random, qui ont des vies tout à fait classiques, qui n'étaient pas prédestinés spécialement à du sport de haut niveau. Après, moi, quand je vois que j'ai mis quoi cette année, 23h30, j'étais un peu déçu. J'espère en 2026 mettre 22h30, voire un petit peu moins. Je pense que c'est un peu mon maximum. Mais quand je vois moi ce que je fais avec mon emploi du temps et tout ce que je pourrais faire en plus si vraiment j'étais payé à ne faire que du sport, je suis pas choqué de voir des gens mettre 20 heures. Parce que en plus, je vois que moi, je n'ai pas de prédisposition sportive excellente. Alors, j'ai eu une enfance qui était très correcte, une adolescence qui était très correcte, avec toujours du sport, etc. On n'a jamais été dans l'abus, puisque, vous voyez, j'ai eu une vie sociale particulièrement épanouie. À mon adolescence, hein, c'était des souvenirs incroyables que je vais garder toute ma vie. Dans l'enfance, j'ai joué à pas mal de jeux vidéo tout en allant aussi dehors. Donc voilà, il n'y a jamais eu réellement de privation. J'ai toujours fait de tout. Mais c'est vrai que, vous voyez, je suis né avec de l'asthme, avec beaucoup d'allergies pour lesquelles j'ai été désensibilisé. Donc j'étais plutôt un enfant chétif et facilement malade. Donc j'ai quand même... c'est vrai que quand on fait le bilan de tout ça... c'est vrai que je n'étais pas un prédateur, quoi. J'étais j'étais pas parmi les meilleurs. Et après, une enfance et une adolescence correcte ont fait que j'ai pu me hisser dans ce haut du panier sportif, on va dire aujourd'hui. Mais je suis pas du tout choqué qu'il y ait des gens beaucoup plus forts que moi qui du coup performent mieux, puisque je ne pense pas que je fasse partie des exceptions, quoi. Et je vais te donner un exemple qui est vraiment très très bon, même deux exemples. Premier exemple, celui que vous connaissez tous, Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Ce gars, alors ses parents l'ont un peu amené au sport extérieur, puisque ils allaient souvent dans le Jura, etc., quelques week-ends par an. Donc il a titillé un peu le sport nature, mais globalement, le type fêtard pendant toutes ses études, parisien, il n'y allait pas non plus énormément dans la nature. Moi, des fois, je sortais de chez moi, j'y allais 1 heure, je revenais chez moi. Vous voyez, ça, il ne pouvait pas le faire. Donc tout un tas de choses qui font qu'il n'était pas du tout prédisposé à performer en sport, voire en sport d'endurance. Et au fur et à mesure des années, à s'entraîner toujours plus, à courir toujours plus, il est arrivé à faire un top 10 à la Diag, 2 même, non, cette année il l'a fait. Il est arrivé à faire 22h50 sur l'UTMB, je sais plus si c'est 2022 ou 2023, mais c'était un parcours classique. Donc il était 20e ou 21e, je crois qu'il a jamais fait le top 20. Je crois que c'était ça, 21e. Bref. Donc vous voyez,
très 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 fort finalement malgré malgré beaucoup de bâtons dans les roues. Et mieux encore, exemple récent avec Clem qui court, Clément Defresne, que je salue également. Vous pouvez vous moquer de ce qu'ils partagent peut-être sur les réseaux sociaux, à la fois Clément et Alexandre, pourquoi pas. Moi je ne les suis pas, je ne les follow pas, donc je n'en sais rien. En fait je les connais dans la vraie vie, ce qui est totalement différent. Et petite anecdote, l'UTMB se termine le dimanche. On était en train de boire, alors Alex c'était une bière, bien sûr, vous le connaissez. Clément au début il voulait pas picoler, finalement il a pris une pinte aussi. Moi j'avais une 2e ou 3e limonade, l'après-midi battait son plein. Et on était tous les trois là, derrière la ligne d'arrivée de l'UTMB, à regarder les derniers arrivés. Et je n'ai pas vu d'autres athlètes de haut niveau, tu vois, qui eux étaient peut-être chez eux, déjà rentrés, etc. Donc ce sont des passionnés, malgré tout. Je suis rien de les forcer à être ici, attention. Il y avait Théo Détienne d'ailleurs. Il était passé aussi. Putain, à un moment donné, on avait ce quatuor infernal. Et improbable aussi, puisque, par exemple, ils se connaissaient pas spécialement avec Casquette Verte, mais voilà. Bref, petite anecdote pour vous dire que ce sont des gens quand même très très bien. Et Clément, cette année, a mis moins de 30 heures. Ce qui est pas mal. Moins de 30 heures, pour beaucoup, c'est quand même un sacré objectif. Il a mis moins de 30 heures, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a beaucoup de followers, entre guillemets. C'est parce que le mec ne faisait pas du tout de sport, il était même plutôt gros. Il jouait aux jeux vidéo énormément. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a tellement de... En fait, si vous prenez le e-sport, il y a beaucoup de followers, de viewers, de streamers, toutes ces choses qui se passent sur Internet que je maîtrise pas ou très peu. Et du coup, forcément, si l'un d'entre eux se met à courir et à réaliser des courses telles que l'UTMB, même si ça fascine que 10% de la sphère du jeu vidéo, c'est déjà énorme, c'est déjà monstrueux. C'est pour ça qu'il a autant de personnes qui le suivent et qui l'apprécient, et c'est aussi parce que le mec est parti de rien. C'est quand même... rien ne le prédisposait à réaliser un UTMB en moins de 30 heures, et encore. Franchement, il a raté sa course, pour plein de raisons. Déjà, il a fait n'importe quoi au départ. Il est venu beaucoup trop tard sur la ligne, il est parti beaucoup trop loin. Oui, parce que Clément est parti... Clément est parti au milieu des gueux. Il a pas eu de passe droit, il n'est pas parti devant, il est ni parti dans le sas 1, ni parti dans le sas 2. Il n'était pas non plus juste derrière les sas, il était vraiment au milieu du peloton. En fait, il est arrivé comme une fleur, et puis il a fait « Ah merde, il y a du monde !» Ah putain, il était au fond. Quand il a pris le départ, j'étais déjà sorti de Chamonix. Bref. Donc déjà, il y a ça. En plus, comme il avait fait le couillon toute la semaine, nerveusement, il était cramé. Donc voilà. Et malgré tout, il met quand même moins de 30 heures. Il arrive juste avant minuit. Donc ça, moi, je trouve, c'est un exemple très intéressant pour tous ceux qui courent. C'est de se dire que, voilà, à un moment donné, il y a des gens qui partaient de rien. Et alors, il s'est entraîné, mais déjà, il s'entraîne beaucoup moins que Casquette Verte. Et en parallèle de ça, les mecs, ils taffent. Casquette Verte, tous les jours, il est au bureau. Clem, tous les jours, sa création de contenu, c'est un vrai job à temps plein. C'est aussi pour ça que ça marche. C'est parce que tous les jours, le mec, il se creuse la soupière, il prend un papier, un stylo, il écrit des idées, il dialogue avec des marques, etc. Enfin bon, il le détaillera mieux que moi, mais j'imagine le travail qu'il y a derrière pour arriver à performer à ce niveau en termes de visibilité. Donc ouais, c'est des gens qui sont, entre guillemets, partis de rien et qui sont arrivés très très haut. On a d'autres cas qui sont là encore largement plus forts physiquement. C'est Blandine Lirondelle, c'est Mathieu Blanchard. Et quand ils te racontent leur jeunesse, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait tant de sport que ça. Alors, Blandine est un peu plus évasive. Elle nous dit juste « Ouais, j'ai fait la fête quand j'étais ado », mais elle parle pas trop de son enfance. Peut-être elle avait fait pas mal de choses, ou peut-être justement, quand elle est née, elle était déjà prédisposée de ouf à être une machine. Kylian Jornet, à 4 ans, il était avec ses parents dans un refuge, je sais pas où, donc le mec était tout le temps dehors. Forcément, il développe des poumons incroyables. Et tout le reste, puisqu'après, il a systématiquement continué dans cette voie qui était le sport.
Mathieu Blanchard, mine de rien, il a fait beaucoup de plongées. Ça, niveau respiration, poumons, capacité pulmonaire, c'est quand même, c'est pas à négliger, même si après, pendant ses études, il a peut-être fait rien du tout. Et puis, encore une fois, il était peut-être né avec justement aussi des choses intéressantes. Mais voilà, on se rend compte que vous prenez un bourricot, bah, vous arrivez à lui faire moins de 30 heures à l'UTMB. C'est des gens aussi, hein, casquette verte et Clem qui court, on s'en rend pas compte. Enfin, souvent, vous les dénigrez par rapport à leurs publications sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, vous n'avez qu'à pas les suivre, vous êtes responsable de tout ça. Moi, je ne suis personne, et du coup, bah, je vois pas toutes ces choses-là. Ils ont une volonté incroyable. Pour avoir souvent été aux côtés de Casquette Verte sur l'UTMB, puisqu'en 2023, on était ensemble, une grande partie de la course. Après, il a été juste 5 minutes devant moi, puis je crois qu'à la fin, il y a 8 minutes d'écart entre nous, je sais plus. Ou peut-être qu'il y a 5 minutes encore à la fin. Bref. Tout ça mis bout à bout fait que j'ai pu l'observer pendant la course. Et à des moments, il souffrait vraiment. Je sais plus s'il avait eu froid, ou il était fatigué, ou je sais pas, mais réellement, je le voyais souffrir. Il était pas comme d'habitude, il me parlait moins, il souriait pas et tout. Et franchement, il serrait les dents, il avançait coûte que coûte. Et à ce moment-là, ça m'a troublé parce que j'ai vu qu'il avait plus de motivation que moi. Et en fait, je me suis dit, putain, mais moi j'ai plus de garde-fous et tout. Et c'est vrai que j'ai tendance à lâcher le morceau un peu plus vite. Et lui, il poussait vraiment le curseur de la douleur très très loin. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et ça c'est dur à travailler. Donc chapeau à lui pour cette qualité. Et je pense que beaucoup peuvent peut-être se révéler comme ça dans leur capacité finalement à aller très loin et à endurer la douleur. Et d'ailleurs, depuis que je suis speaker, eh bien, j'ai souvent vu des gens à l'arrière du peloton qui arrivent plus ou moins dans les derniers, mais des fois les gens sont obèses. Ah, sur des distances de 30 bornes, ça arrive de voir des gens qui sont réellement obèses. Mais ces personnes-là arrivent, à force d'une volonté incroyable, à réussir à passer les barrières horaires et à finir la course dans le temps imparti par l'organisateur, ce qui est le contrat social que vous signez quand vous vous inscrivez à une compétition. Et ça m'a beaucoup épaté, je me suis dit, putain, le mec en veut, quoi. Enfin, le mec ou la nana, ça, peu importe. Je me dis, putain, la personne, elle en veut, quoi. Elle a vraiment une détermination. Ou alors un mec qui s'est tordu la cheville au départ, et... Alors ça, c'est peut-être moins intelligent, hein. Et qui, toute la course, va claudiquer pour franchir la ligne, où le mec a un TFL, puis coûte que coûte, il veut finir. Et là, je me dis, putain, pour connaître un peu ces problématiques-là, hein, d'entorse et de TFL, je me dis, putain, le mec, il en veut quand même. Vous voyez, il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu m'avais mis après, Loïs? Ah oui, te considères-tu comme une personne avec des capacités hors normes? Bah ça, je t'ai répondu, je pense pas. Je pense que je suis pas né du tout avec des capacités hors normes. Par contre, bah c'est vrai que ma famille a toujours été plutôt des gens actifs. Donc j'avais peut-être un bagage génétique intéressant, mais tu vois, je suis né, maladie, allergie, tu vois, c'était pas un combo exceptionnel. Et par contre, ouais, enfance, adolescence, là, c'était pas mal. J'ai toujours eu un suivi dans le sport, même si des fois c'était peu, des fois c'était beaucoup. Il y a toujours eu un fil rouge. Je pense qu'il n'y a jamais eu plus de 2 mois sans sport. Voilà, il y a toujours eu une certaine linéarité. Ce qui fait qu'après, quand j'ai voulu vraiment en faire, bah, tu vois, le passé était là. Voilà. Bah voilà, Loïs, écoute, je pense que je t'ai pas mal répondu. J'en ai beaucoup de billes. Et finalement, j'ai envie de renommer ce podcast podcast pour les jeunes parents. Comment mettre au monde un warrior et comment éduquer mon fils pour qu'il explose tous les autres sur des efforts sportifs. Non, en vrai, ça sert à rien d'exploser tout le monde sur des efforts sportifs. Mais par contre, plus vous ferez bouger vos enfants, dans n'importe quelle direction que ce soit, de la danse, de la construction de cabanes, du rafting, ça c'est peut-être un peu hard, des promenades en forêt, etc., bah, ils vous remercieront. Sur le coup, ils vous diront mais ils vous remercieront. La petite carotte qui marchait bien, quand mes parents nous emmenaient, parce que nous on voulait pas y aller dans la forêt, hein, c'était de nous donner une récompense après. Tiens, d'ailleurs, c'est un peu comme un chien quand j'y pense.
putain, les salauds, ils nous ont éduqués comme des chiens. Mais voilà, la petite récompense, vous dites, bon, on va faire ça te plaît pas, mais déjà, bah, comme je suis ton père, je t'oblige à le faire, voilà, donc tu fermes ta gueule. Mais après, tu auras un gâteau. Ça marchait très très bien. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je mange beaucoup de flan aussi, je sais pas. Mais ça marchait très très bien. Voilà Loïs, toutes les étapes qui font que tu peux devenir fort, mais n'oubliez jamais que même si vous êtes né et votre ADN était tout pourri pour faire du sport, qu'en plus de ça, vous avez eu une enfance de gros obèses qui jouaient aux jeux vidéo, mais aujourd'hui, vous voulez faire du sport, bah, j'imagine que vous partez de très très loin, et ben rassurez-vous, quoi qu'il arrive, si vous vous entraînez régulièrement, chaque année, vous allez progresser un petit peu, et à la fin, vous pourrez être fier de vous, parce que, tout simplement, vous serez repris en main, vous serez fixé des objectifs, vous allez arriver à les atteindre, sauf si vous êtes gogol et que vous vous dites ouais, moi je veux à tout prix gagner l'UTMB, bon ça marchera pas. Hein. Mais sinon, bah, chaque année vous pouvez fixer des objectifs réalisables et vous faire plaisir. Voilà, c'est un petit peu la petite moralité cool de la fin. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain podcast. J'ai une question de Nathan Nicolas là qui était intéressante. Et sinon, rendez-vous ce vendredi pour mon superbe article. Je deviens champion de France, en toute modestie bien sûr. Au revoir les gueux, c'était le Divin Podcast de toute Savoie. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.